to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, si déjà je parle du nez ou si j'ai quasiment pas de voix, c'est normal, je suis malade depuis lundi. Et là je me sens beaucoup mieux, c'est pour ça que je voulais vous tourner ces vidéos là. Je vais vous en tourner deux aujourd'hui en fait. Et j'espère que ma voix ça va aller, que je vais pas trop parler du nez aussi. Mais là jusqu'ici ça a l'air d'aller pour l'instant. Alors je suis très contente parce que le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu tous les livres que j'avais prévu de lire. J'avais choisi un livre pour chaque catégorie et j'ai tout validé. Alors, dans les différentes catégories, il y en a un que je n'ai plus avec moi ici. Mais on va commencer par chaque menu. Alors, j'ai ma petite pile ici. Donc, le menu automne frissonnant. On commence avec la catégorie Viens flotter avec nous. Donc, c'était horreur, clown, thriller, épouvante, rouge et fantôme. Alors là, c'est plutôt le rouge, l'épouvante, le thriller et l'horreur qui a pris le pas sur ma décision. Donc c'est L'Enfant des forêts de Michel Hauteville. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, notamment parce que déjà les éditions du Tripode qui ont édité ce livre avaient fait aussi Le démon de la colline au loup de Dimitri Rouchon-Bory, que j'ai beaucoup aimé, même si c'était une claque monumentale ce livre et qu'il était très dur aussi par rapport à la condition de l'enfant. Celui-ci on retrouve un petit peu cet aspect là parce qu'en fait on est sur un conte d'Hansel et Gretel un peu revisité. On suit notamment un jeune garçon au tout début de l'histoire qui va être capturé par une sorte d'homme en fait. C'est difficile en fait de l'appeler un homme parce ça a l'air d'être plutôt un ogre en fait qu'un homme. Et cet adulte en fait a l'air de chasser des enfants, de les capturer, d'en vendre certains, d'en garder avec lui pour les réduire en esclavage. Et du coup il passe par des sévices juste abominables. Et du coup on va alterner au début de l'histoire entre le point de vue de cet enfant, de ce jeune garçon et de cet homme. Donc ce qui est bien c'est qu'en fait chacun a une vision très différente de l'autre. Et on a vraiment ces deux points de vue qui nous sont tout de suite bien décrits. On est vraiment plongé dans leur psyché et c'est juste percutant. J'ai adoré la plume aussi de l'auteur et j'ai beaucoup aimé mon histoire parce que c'était mon histoire. Je vais faire quelques petites erreurs comme ça mais c'est la reprise, c'est normal. Mais c'est vraiment une histoire, si vous ne l'avez pas lue, allez-y parce que je trouve en plus qu'elle est actuelle. Parce qu'en fait on va apprendre que cet enfant c'est un migrant qui fuit une sorte de milice en fait qui les renvoie dans leur pays. Donc même si on a une fable en fait d'Hansel et Gretel un petit peu cruelle, on a aussi un voile un petit peu engagé on va dire sur la condition des migrants et notamment des enfants, comment ils sont traités dans notre époque en fait actuelle et dans ce livre, même si c'est juste par touche à chaque fois. J'ai trouvé que c'était un bon engagement et une bonne dénonciation. On parle un peu du nez, c'est pas grave. Allez. Ensuite on passe à la deuxième catégorie de ce menu, c'est l'enfer des backrooms. Donc là il y avait dimension parallèle, labyrinthe, légende urbaine et mystère. Alors j'ai validé cette catégorie avec un livre qui traînait dans ma palle depuis très longtemps. Il s'agit du Labyrinthe de Pan de Cornelia Funke et de Guillermo del Toro aux éditions Michel Lafon. Alors ce livre j'ai vu l'adaptation il y a très longtemps. Et quand je l'ai commencé, j'avais la petite mélodie en fait qu'on a dans le film qui est très douce. Oh, je vais pas du tout vous la faire dans cette vidéo, je me sens pas à faire la mélodie. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune fille. Elle a perdu son père il y a quelques années, mais ça c'est pas si lointain que ça. Sa mère a rencontré un autre homme, elle est enceinte de lui. Et là, ils sont en fait, quand on commence l'histoire, ils sont dans la voiture pour aller rejoindre le nouveau papa, entre guillemets, qui est un capitaine je crois, ou un lieutenant en tout cas qui est très haut placé au niveau dans la police allemande. Et ils sont stationnés en France, ils sont stationnés dans une ancienne ferme en fait et ils cherchent des résistants. Et du coup ils vont les rejoindre parce que lui il veut que son héritier naisse sur ses terres, naisse dans sa juridiction. Et du coup cette jeune fille arrive et elle est un peu toute seule. Sa maman elle croit que voilà c'est un conte de fées qu'elle a trouvé, elle a retrouvé je veux dire quelqu'un pour la protéger, mais c'est pas du tout ça. Et du coup la petite fille va se réfugier en fait dans les contes de fées. Et notamment en fait grâce à l'apparition d'une fée justement, enfin d'une sorte de créature qui ressemble beaucoup à une fée et qui va la conduire voir une sorte de créature un peu étrange qui lui annonce qu'elle est l'élue, qu'elle a des épreuves à mener pour arriver voilà, à un certain point.
Et c'est très puissant comme lecture parce qu'en fait chaque épreuve amène une autre réflexion. En fait il y a plein de sous-entendus, il y a plein de messages cachés dans ce livre, que ce soit par rapport voilà, à cette police allemande, que ce soit au personnage voilà, de ce capitaine, à cette petite fille, à la maman aussi. En fait, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de références. Et c'est ça qui fait la force du livre et j'ai vraiment adoré. Puis l'univers de Guillermo del Toro est juste fabuleux. Et Cornelia Funke, j'avais déjà vu sa plume dans Cœur d'Encre que j'avais beaucoup aimé. Donc je vous conseille aussi vivement, c'était une très belle lecture. Ensuite j'ai terminé ce menu avec la... Ah je l'ai pas non plus, c'est pas grave. Avec la catégorie Perfectly Splendid avec le livre The Wicked Deep que je n'ai pas du tout aimé, je suis pas rentrée dedans. Je vous avoue qu'en fait... Peut-être c'est parce qu'en fait il était sorti depuis un certain temps, que j'avais déjà eu des échos sur les sphères Booktube et Book Instagram mais sans plus. Et en fait il y a la suite, enfin il y a un deuxième volume plus un troisième qui est sorti, sachant que le troisième c'est possible que ce soit une sorte de spin-off, une sorte de hors série. En fait on est sur 3 sœurs qui ont été, enfin si je me rappelle bien, on est sur 3 sorcières qui ont été bannies, qui ont été tuées et en fait tous les ans elles vont se réincarner dans le corps de 3 jeunes filles dans un même village pour se venger. Et là voilà, on est sur des réincarnations et ça va pas se passer comme prévu en fait. Je vous avoue je me rappelle pas plus parce que je suis vraiment pas du tout rentrée dedans dans ce livre là. Je sais pas si c'est parce que c'était pas le bon moment, si c'était l'écriture, mais voilà je suis pas rentrée dedans. En tout cas si le côté sorcière vous intéresse, celui-ci peut très bien vous plaire. On passe ensuite au second menu qui est Automne, douceur de vivre. Alors, je regarde ici parce que j'ai mon petit carnet. La première catégorie c'est Something Weak, This Welcome et j'ai commencé par Cache-Cache Mortel de Kiersten White. C'est le premier livre que j'ai lu pour le challenge. En fait, Kiersten White, je l'avais déjà découverte dans sa trilogie de l'Ascension de Camelot, la Duperie de Guenièvre, qui est une réécriture des légendes arthuriennes. J'ai lu que le premier volume de cette trilogie, j'avais beaucoup aimé, c'était assez frais, assez novateur. Et là j'avais envie de la retrouver dans une plume un peu plus Hunger Games ou divergente. Et ça a été ça en fait. Je m'attendais quand même à autre chose, dans le sens où là, Cache-Cache Mortel, on nous annonce voilà, qui sont tant de personnes à participer à ce cache-cache, qu'il y a un pactole à prendre en fait à la fin pour le gagnant. Mais que ça va pas du tout, il y a des gens qui commencent vraiment à disparaître dans le jeu. Et... en fait, on a commencé notre histoire, on est fixé sur une jeune fille qui a vraiment un passé très particulier, qui a l'habitude de se cacher, à qui on va offrir cette opportunité de participer à ce jeu de télé-réalité de cache-cache en vrai en fait. Et du coup elle accepte et en fait elle est débarquée dans ce cache-cache avec d'autres personnes qui ont une personnalité ils sont tous très différents au niveau de leur personnalité, c'était très intéressant là-dessus. Et... du coup il commence le cache-cache et là il commence à y avoir des choses qui arrivent dans le lieu du cache-cache et je trouve que l'autrice aurait pu partir sur autre chose. En fait je m'attendais pas à cette direction qu'elle a prise et c'était assez rafraîchissant mais assez décevant aussi parce que moi je voyais déjà comment ça allait être, que ça allait être très trash. En fait je voyais ça beaucoup plus malsain, beaucoup plus trash dans le terme où c'était voilà, c'était un jeu un peu enfantin qui tourne un peu à l'horreur. Et en fait c'est passé très vite, je trouve qu'elle a été trop rapide au niveau de l'écriture pour nous décrire les différentes scènes. Et du coup j'ai été un peu déçue à certains passages, mais c'était quand même une bonne lecture, j'ai passé un bon moment et ça se lit très rapidement. Donc je vous le conseille aussi si vous voulez passer un bon moment. Je commence à être vraiment enrhumée. Désolée si ça ressemble à rien la vidéo, mais c'est pas grave. Ensuite on passe à la deuxième catégorie qui est Poupée de souvenirs automatiques à votre service. J'ai lu Les Sorcières de Vardo que je n'ai pas du tout... Enfin j'ai pas accroché, je suis pas rentrée dedans typiquement. Je sais même plus qui c'est qui a écrit ce livre. Je l'ai avec moi, je suis bête. Les Sorcières de Vardo de Anya Bergman qui est sorti le 26 octobre en fait en librairie, sachant que là c'est l'épreuve non corrigée. J'ai vu l'épreuve finale à la librairie, déjà il pèse moins lourd et puis en plus il n'y a pas autant de pages. Donc je pense que c'est clairement peut-être l'épreuve non corrigée qui m'a un petit peu voilà, embêtée. Les Sorcières de Vardo, je sais même plus de quoi ça parle. On est en 1662 en Norvège et en fait on est clairement sur une réécriture voilà, du procès des Sorcières de Vardo avec des éléments tantôt réels, tantôt fictifs. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du son mais c'est horrible quand je sens que je parle du nez. Et en fait on suit, donc on parle du roi de Danemark, on parle de différentes jeunes filles, de la reine.
Et c'est une lecture qui va être très bien pour tous ceux et celles qui ont aimé par exemple les sorcières de Pendle, qui ont aimé les sœurs Blackwood. Oh, je sais plus. Mais en fait, vous avez une lignée qui commence à apparaître en littérature et notamment dans la littérature très féminine, de mystère, tournée vraiment autour de la femme, du féminin sacré par exemple, ou autour des sorcières notamment. Vous avez vraiment cette ligne qui commence à apparaître. Désolée. Ah, c'est horrible. Vous avez donc cette ligne qui commence à apparaître en fait dans différentes lectures. Et ça va vous plaire en fait. Les sorcières de Vardos, typiquement si vous avez lu par exemple les Stacey Halls, les sorcières de Pendle, la Nurse du Yorkshire, et je sais plus, l'orpheline de... Ah, je sais plus, elle en a écrit 3 qui sont très bien. Mais typiquement si ce genre de plume vous plaît, si le livre de Eve aussi vous a plu, si vous êtes dans ce type de lecture, ce livre-là va vous plaire. Moi je suis pas rentrée dedans parce que je pense notamment que c'était l'épreuve non corrigée et en plus je devais pas être très en forme quand je l'ai lu parce que je l'ai lu lundi. Donc je vous avoue qu'à mon avis ça doit jouer avec le côté ou malade après. Donc oui, celui-ci, je pense que j'ai loupé mon moment pour le lire clairement, mais il est très prometteur. Il faudrait que je lise la version finale pour être sûre de moi, mais je pense qu'il est prometteur quand même pour s'inscrire dans cette nouvelle lignée de littérature qui arrive. Donc on est sur la 3e catégorie, la Dame Chouette des îles Bouillantes. J'ai adoré cette catégorie parce que j'ai eu un nouveau coup de cœur. Je savais que j'allais l'aimer mais je pensais pas que ça allait être un petit coup de cœur en fait. J'ai lu La Société très secrète. C'est bon. Alors si vous entendez du bruit, c'est que les croquettes de Niel viennent de tomber. Je suis juste à côté évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc vous pouvez avoir des petits bruits en fait de chats qui mangent à côté. J'ai lu donc La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumens. Quand je l'ai vu arriver cet été, je savais qu'il allait me plaire parce que j'avais déjà vu passer ce livre sur les chaînes anglophones. Il y avait eu de très bons retours et il a été traduit assez rapidement d'ailleurs en France, mais j'étais très contente. La Société très secrète des sorcières extraordinaires, on va suivre Mika qui est une jeune sorcière. Elle doit être vingtaine d'années, trentaine d'années, je sais plus très bien. Et c'est la plus jeune sorcière en fait de son cercle. Son cercle se réunit tous les jeudis du trimestre. Enfin c'est vraiment très aléatoire parce que on lui a toujours répété il faut cacher sa magie, il faut pas se réunir trop de sorcières au même endroit parce que sinon on attire l'attention sur nous, que ça devient dangereux, qu'il y a des conséquences pour l'environnement. Enfin bref, elle a été enfermée dans un carcan pas possible. Et elle a trouvé une petite échappatoire, c'est de se faire passer pour une sorcière sur les réseaux sociaux. Elle a 14 000 abonnés, enfin c'est vraiment la youtubeuse du moment avec sur la sorcellerie et en fait elle s'est créée son univers de potions, de voilà, et elle rajoute de l'artifice mais en fait elle fait de la vraie magie sur ses vidéos, c'est ça qui est rigolo. Et donc au début on commence avec Mika, on a un petit regard sur son quotidien et d'un coup en fait on est au chapitre suivant, on est dans un autre lieu, on est une sorte de maison un peu cachée et on suit un monsieur un peu excentrique qui vient de la découvrir sur ses réseaux. Elle dit mais je suis sûre que c'est une vraie sorcière, faut qu'on la contacte et tout. Et on finit par comprendre qu'en fait c'est ce groupe de personnes, parce qu'en fait il y a 2 hommes et... non, il y a 3 hommes, pardon, 3 hommes. Et en fait, ils cachent 3 petites sorcières, 3 jeunes filles qui ont des pouvoirs magiques, qui n'ont pas du tout le même parent, qui ont besoin d'être éduquées, qui ont besoin qu'on leur enseigne la magie. Et du coup, ils vont recruter Mika, ils vont lui envoyer un commentaire en disant on cherche une sorcière et tout. Et Mika va répondre en fait à l'annonce, même si elle a peur de ça, parce qu'elle se dit mais qui c'est qui m'envoie ça? Est-ce qu'ils pensent vraiment que je suis une vraie sorcière? Est-ce qu'ils ont découvert la supercherie? Et du coup elle va se rendre dans cette petite maison un peu cachée. Elle va vite comprendre qu'en fait cette maison elle appartient à une sorcière assez puissante qu'on ne va pas rencontrer en fait tout de suite entre guillemets. Et en fait cette sorcière a mis une bulle de protection pour cacher cette jeune fille, et c'est elle qui a trouvé ces 3 jeunes filles en fait pendant ses voyages, et du coup il faut s'en occuper. Et Mika arrive pour être le nouveau professeur voilà, de ces 3 jeunes filles. Et en même temps, il y a un certain bibliothécaire qui ne peut pas l'avoir en couleur, qui fait très attention à ces 3 petites filles.
mais qui peut pas s'empêcher d'avoir des sentiments plus tard pour Mika. Et en fait il y a une romance qui va se développer entre les deux qui est totalement je m'attendais vraiment pas à ça pour le coup. Ça a été une belle surprise et surtout il y a une super alchimie entre les deux personnages, je m'y attendais pas. Et je l'ai lu d'une traite ce livre. Pour vous dire, je l'ai commencé pendant la Coupe du Monde de rugby. Parce que oui, je n'aime pas regarder le foot ou le rugby à la télé. Et du coup, moi je lisais. Bon, je suivais de point de l'œil, mais voilà, je lisais. Et je l'ai fini, il devait être 2h du matin. Je l'ai vraiment lu d'une traite, je n'arrivais pas à lâcher ce livre. Parce qu'une fois qu'on est dedans, vraiment, on a envie de continuer. Il y a vraiment plein de petites choses autour de la magie. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Mika, elle a un pouvoir au niveau du thé. Elle fait des super potions. Et on a tout cet univers en fait où elle vient rechercher par exemple des morceaux de lune, des ingrédients totalement farfelus pour ses potions, pour ses thés, et c'est juste adorable. J'ai adoré son univers et j'étais très contente de le découvrir celui-ci. La dernière catégorie de ce menu, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et pour cette catégorie, j'ai lu Kiki, la petite sorcière. Je sais plus le nom de l'auteur comme ça de tête, mais c'était une super lecture. Alors oui, je l'ai trouvé très similaire en fait à l'animation japonaise des studios Ghibli. On était quand même sur la même trame, mais par contre il y avait plein de belles surprises, notamment le départ de Kiki se fait pas tout de suite. Il y a tout ce qui est question de robe aussi, il y a plein de petits détails de la vie des sorcières dont on les a pas en fait dans l'animation Ghibli. Et aussi plus un peu la pensée de Kiki, la personnalité qu'elle a. Ça on l'a vraiment dans le livre et c'était très intéressant. On avait du coup plein de détails oui, sur la vie des sorcières que je m'attendais pas à retrouver. Et notamment je me permets de vous spoiler un petit détail, c'est par rapport aux familiers. En fait j'ai appris dans le livre on l'apprend au tout début du livre, c'est pas un gros spoil, vraiment. En fait les familiers dans l'univers de Kiki la petite sorcière, une sorcière du coup se voit attribuer un familier à un certain âge, je crois c'est dès la naissance. Si, c'est dès la naissance, pardon. C'est dès la naissance. En fait quand une sorcière est enceinte, déjà elle doit trouver un familier dont la naissance va correspondre avec celui de son enfant. Ça ok, déjà ça c'est plutôt raccord en fait dans le fait, et sauf qu'en fait le familier, donc il va accompagner la jeune fille pendant quasiment toute sa vie, sauf que quand celle-ci va trouver un époux, son partenaire en fait, le familier doit partir. Voilà. En fait il est là, pas en remplacement, mais du coup il est là juste le temps qu'elle trouve son partenaire de vie, et ça je savais pas, c'est dommage je trouve. Mais du coup là c'est la maman de Kiki avait un familier avant qu'elle rencontre son époux. Voilà, c'était la petite anecdote que j'ai découverte dans le livre. Mais vraiment si vous aimez l'univers Ghibli, je peux que vous recommander de lire cette série. Alors moi j'ai lu que le premier volume, mais du coup il y en a plein d'autres qui suivent derrière et je pense qu'il y aura beaucoup plus de détails. Par rapport à l'animation Ghibli et au service que propose Kiki, il y a eu quelques petites surprises aussi parce que je suis pas sûre d'avoir vu... Par exemple, je suis pas sûre d'avoir vu le passage où Kiki récupère la tourte au hareng de la grand-mère pour l'emmener à sa petite fille. Je crois que c'est ça. Et il y a un passage aussi où... non, on a vu le bois... Non, il y a des choses qu'on a vues dans l'animation. Mais je suis pas sûre d'avoir vu la tourte au hareng, par exemple. Je me rappelle plus très bien au niveau de ma lecture. Et on a vu d'autres services qu'elle fait dans le livre qu'elle ne fait pas dans l'animation Ghibli. Et je pense que ça continuera à mon avis dans les séries de livres. Je pense qu'il y a la suite franchement parce que j'ai passé un bon moment. Et puis même si du coup l'animation Ghibli était très présente dans ma tête pendant ma première lecture, la suite ne devrait pas me déranger. Ça devrait être une vraie découverte vu qu'il n'y a eu qu'un film pour Kiki la petite sorcière. Le troisième menu c'est Automne des bois et au-delà, et la première catégorie c'est Pomme à l'or, c'est le goût de la tarte aux amandes. Et pour cette première catégorie j'ai choisi de lire La Fille Renard et la merveilleuse boutique sur pattes de Andy Sagar aux éditions Pocket Jeunesse, que j'ai juste adoré. C'est une lecture très gourmande, très féerique et très merveilleuse. On suit Felicity Fox qui est une jeune fille qui est née avec des oreilles de renard et qui malheureusement a été abandonnée tout de suite en étant nourrisson dans un cirque. Elle passe ses premières années là-bas. Et elle va être découverte par un corbeau qui vient de la part de Mademoiselle Dumpling qui gère cette maison, cette petite boutique sur pattes très féerique et enchantée. Et du coup ce corbeau vient la chercher parce que c'est une sorcière et Mademoiselle Dumpling souhaite en faire son apprenti. Sauf que en chemin cette jeune fille va rencontrer Maître Chantepleur qui va lui jouer un très mauvais tour et va lui plonger en fait un éclat de glace dans le cœur qui la maudit en fait à mourir au solstice d'hiver prochain.
Sauf que Felicity ne veut pas mourir et avec l'aide de Mademoiselle Dumpling et de d'autres créatures un peu étranges, elle va essayer de lever cette malédiction. Et du coup, c'est une merveilleuse aventure qui va commencer. Et voilà, c'est une très belle lecture, elle est assez rapide en fait à lire, c'est ça qui est sympa parce que vous êtes plongé dans un univers qui est magique, qui est merveilleux et en même temps, voilà, ça prend pas trop de temps. Et elle fait 332 pages à peu près. Et voilà, c'est juste très attachant comme lecture. On est aussi dans un univers à la Harry Potter parce que cette petite boutique sur pattes, à l'intérieur vous y trouvez une porte qui mène à un jardin entier, une porte qui va mener à un enclos de licorne parce que les clients préfèrent vraiment du lait de licorne frais. Il y a une porte qui mène à une cuisine gigantesque, il y a plein de chambres, c'est une sorte aussi de petite... pas d'hôtel, mais voilà, vous y trouvez aussi plein de lieux extraordinaires à travers différentes portes. Et c'est vraiment génial, puis c'est autour de la gourmandise surtout. Parce que dans cette petite boutique sur pattes, il y a des sortilèges, il y a des potions, il y a des gâteaux enchantés, il y a du thé enchanté aussi. Donc c'est vraiment une belle lecture et vraiment dès les 9-12 ans, ça se lit très bien. S'il y a plein de clins d'œil aussi au conte de fées, ça reprend plein de codes qu'on connaît. Donc vraiment, je vous invite à le découvrir sans plus attendre. Ensuite, la deuxième catégorie, Légende de la hache noire. J'ai choisi, alors c'est celui-ci, c'est le Décaille d'obscurité tome 1, Obsidienne de Gaël Momon, oui. Alors lui, je m'attendais pas à ça. Typiquement, on est sur un univers proche de Tolkien, proche de Botero et un peu proche de Robillard, même si les Robillards, j'ai eu qu'un petit... je les ai jamais lus vraiment pour ma part, j'ai vraiment pu regarder un petit peu son style et c'est de tous les avis que j'ai eu de son univers, ça peut y ressembler un petit peu aussi. Déjà, juste est-ce qu'on peut prendre du temps pour admirer cette belle couverture. C'est les éditions Gulfstream qui l'a réalisé, c'est une maison d'édition nantaise et je trouve qu'ils ont fait un super beau travail. Alors, Décaille d'obscurité, c'est juste un super livre, même si maintenant que j'y pense, il y a un petit point qui m'embête, mais c'est pas grave. Décaille d'obscurité, en fait on va suivre une jeune femme du nom de Robin qui est une maître lame, donc c'est des sortes de mousquetaires hyper entraînés. Et une maître lame qui a refusé en fait de travailler pour la famille royale parce que les maîtres lames sont censés protéger la famille royale et elle, avec sa grande bouche, elle veut pas, elle veut être libre et du coup elle navigue en fait sur les océans pour apporter mille et une richesses et aussi exécuter des missions quand même pour le roi, mais elle ne veut pas travailler en tant que maître lame pour lui. Et donc d'un côté on a ce personnage là, d'un autre nous avons Daerion qui est un commissaire, qui est un policier qui va se balader quand même aussi sur les terres et qui commence à enquêter sur des faits un peu étranges, des disparitions, des meurtres qui sont pour le moins très obscurs. Et d'un autre côté en fait on commence l'histoire avec des prêtres, des religieux. En fait on a une sorte de prologue avec quelqu'un qui grave quelque chose dans une grotte. C'est une prophétie et on arrive après 500 ans plus tard et je regarde juste après pour le chapitre 2 parce que si c'est encore 500 ans plus tard ça explique pourquoi. Non, même pas. Voilà, c'est ça que j'ai pas compris. En fait on commence l'histoire avec un prologue comme quoi quelqu'un grave une prophétie et voilà, et finit par mourir en disant mes frères faites en sorte que cette prophétie vive à travers moi, enfin bref. Et chapitre 1, 500 ans plus tard, on a les mêmes religieux visiblement qui ont entretenu quand même tout ce groupe. Et en fait, l'un des frères va entendre une sorte de grondement et c'est le signe que quelque chose se réveille. Je crois maintenant avoir fait d'après le nom, ouais, c'est ça. Que quelque chose se réveille, quelque chose de terrible et après en fait on passe ensuite à un autre lieu. À la même époque on a Robin qui est sur les mers, qui commence à avoir des choses un peu étranges aussi en mer. Les gens ramassent du poisson mort, enfin il y a vraiment des signes pas très positifs. Et sur les terres c'est pareil, on a une créature un peu obscure qui s'est échappée, qui commence à faire des dégâts. Et du coup Robin elle revient dans son village natal, elle veut faire la connaissance d'Aerion qui est ce commissaire qui enquête sur cette étrange créature et de fil en aiguille déjà on va découvrir que cette créature a tué les parents de Robin quand elle était plus jeune, donc elle va vouloir se lancer
direct dans l'aventure aussi. Et du coup on part sur une sorte de quête avec ces deux personnages plus un petit dragonneau. Et du coup on arrive déjà dans un univers très farfelu, mais typiquement à la quête d'Evelyn, vraiment on est sur ça aussi. Et ils vont devoir enquêter sur qui est cette mystérieuse créature, vont devoir l'anéantir, mais en même temps il y a d'autres petits messages qui arrivent. En fait c'est une super lecture parce qu'on a vraiment cette quête, on a plein de rebondissements, on a même une romance qui commence à naître. Mais ce qui m'a dérangé dans cette lecture par contre, maintenant que j'y repense avec du recul, c'est que en fait on a cette prophétie en début d'histoire, on a un autre point aussi dans le récit qui mène à d'autres choses. Et ce qui me dérange c'est qu'on n'avait pas tout dans le tome 1. En fait c'est que je m'attendais vraiment à ce qu'on reparle de la prophétie dans le tome 1, mais on commence en fait à y venir un petit peu. Et pareil, il y a un petit point dans le tome 1 et je pensais qu'on allait avoir un rebondissement dessus. Mais en fait, c'est presque comme si on avait laissé ça de côté et on était passé à autre chose. Mais je pense voilà, ça sera dans le tome 2, à mon avis. J'espère pour eux que ça sera dans le tome 2. Mais c'est juste ça qui m'a dérangée, parce que c'est vrai que sur le coup, ça blesse un peu sur ma faim, même si c'est une très belle lecture. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait de nouveau des petits points sur cette prophétie, où qu'on retrouve les gars du début, là, les deux prêtres, les deux religieux. Mais ouais, c'était une très belle lecture, mais qui peut laisser un peu qui peut vous laisser sur votre faim par ce manque en fait de détails ou de retour en fait à certains détails. Mais sinon, moi qui a du mal des fois avec la fantaisie, pour le coup là je suis rentrée direct dedans, j'ai vraiment adoré. Ensuite, troisième catégorie, c'est la mélodie infernale de la corne de chasse. Et j'ai choisi Dents de soie de Maëlle Dessart aux éditions Slalom pour la valider. J'ai adoré ma lecture. Pareil, je l'ai lu d'une traite celui-ci, je m'attendais pas à autant aimer ma lecture. On est dans un univers typiquement aussi de fantasy. D'un côté, on a les sanguins, typiquement, c'est des vampires. Typiquement, ils ont appelé sanguins, mais c'est des vampires. Et d'un autre côté, on a les humains, plus une petite communauté cachée qui est les fées. Ensuite, d'un côté, on va suivre Devin, qui est un sanguin qui qui a occupé une place très prestigieuse en fait dans la noblesse. Sauf que ils ont fait confiance aux mauvaises personnes et ces personnes les ont trahis. Et toute sa famille est tombée en déchéance. Lui était réduit en esclavage, il a eu les canines arrachées. C'est plus qu'une loque en fait au début du livre. Et il ne sait pas s'il veut encore vivre, s'il doit continuer à vivre. Mais en même temps, il y a quand même ce petit grain de vengeance qui le pousse à avancer. Et il va quand même réussir à se libérer de ses chaînes au début du récit. D'un autre côté, on va suivre Navi, qui est une fée, qui est donc au palais des fées avant qu'elles aient leur assignation. Parce qu'en fait, les fées, passé un certain cap, on leur dit vous allez être assignées à fée des dents, fée marraine, fée des fleurs, enfin il y a plein de métiers. Et Navi, c'est la plus forte de sa lignée, physiquement et littéralement. Vraiment, en fait, plus les fées sont fortes physiquement, plus elles sont puissantes. En tout cas, c'est comme ça qu'elles nous sont décrites. Et Navi, c'est vraiment la plus plantureuse de toutes les fées. Il y a juste ce passage-là que j'ai trouvé très drôle, mais bref. Et Navi, déjà, elle est surpuissante et tout la prédestinait, même sa couleur, parce qu'apparemment les fées marraines sont très roses. Elle veut être fée marraine, tout dit qu'elle est fée marraine, son corps dit qu'elle sera fée marraine. Bref, elle sera fée marraine. Sauf que le jour de l'assignation, qu'est-ce qu'elle voit sur son papier? Fée des dents. Le bas de gamme de chez bas de gamme, bref. Du coup, elle se retrouve dans un palais qui pue la dent pourrie, avec des fées qui sont mais dégueulasses. Mais c'est vraiment, on est dans un humour, mais moi ça me fait encore très rire. Fée des dents, typiquement, là c'est un palais en forme de dents, mais qui pue. Les fées, elles sont crades, typiquement elles sont crades, elles sont pleines de sang, de bouts de gencives, bref. C'est vraiment pas le meilleur métier du monde et c'est le métier au plus bas, quoi. Et du coup elle se voit assigner ça et là ça va pas le faire du tout parce que c'est une fée marraine quoi, ça va pas. Et Navi, bon elle quand même magnanime, elle s'acquitte un peu de sa tâche de fée des dents jusqu'au jour où elle va faire la connaissance de Devin qui est dans une geôle en attendant un de ses procès. Je vous dis pas du tout ce qui s'est passé, voilà, ça sera à vous de le découvrir, sauf qu'au moment de lui arracher ses dents, elle se rend compte qu'il en a pas. Et tous ceux qui sont avec lui n'en ont pas, donc elle pète un câble total, Navi. Et en fait, Devin arrive à la voir, ce qui est très bizarre parce que normalement, personne ne peut voir les fées. Mais lui, il peut. C'est ça qui est assez spécial. D'ailleurs, en parlant de Navi et des fées, elles peuvent prendre la forme des humains. J'ai oublié de vous dire, c'est qu'elles sont petites en général, mais elles peuvent prendre notre taille à nous, changer de forme à volonté, c'est vraiment comme on veut.
Et du coup, d'un côté on a quand même un prince qui est déchu, et d'un autre on a Navi qui en a ras la casquette des fées des dents. Et Navi quand même, parce qu'elle a fait tout l'entraînement des fées marraines, elle devait clairement être fée marraine, et elle sent quelque chose en Devin, une sorte de princesse en devenir là qu'il faut aider. Du coup, vu qu'elle veut être fée marraine, elle se dit bah, je vais faire ça. Je vais l'aider à lui trouver une partenaire ou un partenaire, on ne sait jamais. Je vais lui trouver quelqu'un à marier et ça va valider mon statut de fée marraine, je vais aider la société et tout. Parce que les princesses en devenir, apparemment déjà c'est un goût, pardon, un goût, n'importe quoi. Ça a une odeur et du coup les fées marraines peuvent vraiment sentir, voilà, s'il y en a qui ont du potentiel et tout, en devenir pour les aider et tout ça. Et apparemment Devin, il y en a plein. Du coup, il passe un marché. Ah, il pleut, ok. Il passe un marché, Navi elle l'aide, du coup ça lui permet de valider son statut de fée marraine, et entre guillemets, Devin lui il accepte du coup d'épouser la personne que Navi a choisie, parce qu'en fait ça va l'aider à mener à bien ce qu'il avait prévu. Et du coup il y a une alliance très particulière qui va naître entre ces deux personnages, parce qu'on a déjà un humour, mais un humour mordant à chaque fois, c'est très très drôle. Parce que par exemple, on peut avoir Devin et Navi qui sont en train de discuter dans la rue, tout va bien, et d'un seul coup Navi elle est partie arracher les dents de l'un, du garde qui est là, enfin bref c'est n'importe quoi. Et puis la petite fille elle a pas sa langue dans sa poche, donc elle a une répartie qui est incroyable. Et du coup on est dans cet univers un peu fantasy, on a deux personnages qui sont quand même tiraillés par plein de sentiments, parce qu'ils ont des rêves, ils ont des objectifs et ils sont prêts à tout pour les obtenir, mais en fait ça a un prix quand même à payer. C'est un prix à payer, je sais pas si c'était très français mais c'est pas grave. Et au final bien sûr il y a une petite romance qui va se créer entre les deux, mais c'est pas le sujet vraiment principal du livre, vraiment c'est sur leur aventure et c'est sur leur quête, et c'est ça qui fait la force du bouquin. Vraiment je vous invite à le lire parce qu'il est très sympa, et moi j'ai passé un bon moment. La dernière catégorie de ce menu c'est Rocket Raccoon on the Run, et j'ai choisi Les Dossiers du Voile de Adrien Thomas aux éditions Fleurus pour la valider. Je vais juste boire un petit peu. Les Dossiers du Voile, je m'attendais clairement à autre chose. Les Dossiers du Voile, on est dans un monde en fait un peu comme Underworld de L.J. Smith, pardon, où en fait vous avez, non c'est pas Underworld, c'est Night World de L.J. Smith, en fait toute la communauté magique, féerique, vampirique, loup-garou, tout ça, toute cette communauté elle vit cachée des humains, il y en a certains qui sont au courant mais pas plus. Et déjà ils sont dans le monde réel, vraiment ils ont des postes dans le monde réel. Et du coup en fait on va suivre, comment elle s'appelle, Tia, d'une famille de sorcières très très réputée, qui en fait est un flic qui bosse aussi avec un médecin légiste qui lui est au courant en fait de cette communauté, et eux ils doivent mener les enquêtes quand même un peu plus sur voilà, qu'est-ce qui se passe dans le voile, c'est comme ça que ce monde s'appelle, parce qu'il commence à y avoir des crimes assez perturbants. Et en fait Mona qui est sa petite sœur va l'aider à mener son enquête, et moi typiquement là-dessus là ça m'a perdu un petit peu, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait en fait un parti pris pour l'histoire, soit qu'on reste avec Tia qui est une adulte clairement, qui a vécu des choses, voilà tout ça, ou avec Mona qui a 14 ans. Mais pas qu'il y a un mélange des deux un peu perturbant en fait, et je m'attendais pas à ça. J'ai bien aimé l'écriture de l'auteur, mais j'ai pas du tout aimé l'histoire. Je sais pas si je fais du sens. J'ai bien aimé l'intention, parce que déjà ça se passe à Paris, c'est bourré de détails fantastiques sur le petit peuple, sur le monde vampirique, sur cette guéguerre entre les loups-garous et les vampires. Enfin c'est vraiment super sympa au niveau des détails du monde magique, mais et c'est surtout bien équilibré avec notre monde à nous. Mais par contre en fait la manière dont les enquêtes étaient menées, ou l'équilibre entre Tia et Mona, moi j'ai trouvé ça un peu perturbant, parce que on peut pas... j'ai eu du mal en fait avec les enquêtes qui étaient menées par une gamine de 14 ans et celle qui est plus grande qu'elle et qui est adulte et qui a un boulot où c'est fait pour ça. Du coup j'avais un peu du mal à faire la part des choses, mais sinon c'était une belle histoire. Adrien Thomas il est connu aussi pour Engrenage et Sortilège, et il a sorti dernièrement, je crois que ça fait partie des Dossiers du Voile aussi un petit peu, c'est sur l'affaire Circé, si je dis pas de bêtises.
Mais du coup je pense que je lirai un autre livre de lui pour voir comment ça va évoluer au niveau de son style, parce que c'était vraiment captivant. C'est juste un peu l'histoire voilà, qui m'a un peu déroutée, mais sinon je vous invite quand même à découvrir cet auteur. Ensuite on passe à un autre menu qui est Automne rayonnant. Et là pour la première catégorie c'est We Will Always Find a Way. Et c'était sur développement personnel, feel good. Et là du coup j'ai continué à lire Les secrets du savoir-vivre nippon de Jun Fujiwara aux éditions de L'Opportun, qui est typiquement sur la philosophie de vie japonaise, qui est très intéressant, notamment pour le côté apprécier, par exemple là il pleut, bah, le fait juste de se poser, de se dire ok il pleut, enfin d'apprécier ce moment calme en fait, avec quelque chose de la nature qui est très apaisant, ça fait partie de la philosophie de vie asiatique. Il y a aussi le fait de comprendre et d'accepter, d'intégrer le fait qu'on va tous mourir un jour, ça sert à rien de courir après le temps. Voilà, il y a ça aussi qui est très présent dans l'histoire, mais c'est un petit livre moi qui me parle beaucoup sur plein d'aspects et j'adore, c'est très intéressant et je vous le recommande à découvrir si vous voulez un regard qui est pas trop scolaire, pas trop dense en fait, pas trop essai. Lui il est vraiment sympa parce qu'il s'est bien raconté, il y a quelques témoignages aussi, mais c'est vraiment intéressant. La deuxième catégorie c'est L'Esprit indomptable de Jo March, et pour cette catégorie j'ai lu Anatomie le tome 1, je sais plus du tout qui c'est qui l'a écrit, désolée. En fait Anatomie j'ai bien aimé, après je ne suis pas sûre de lire le tome 2 parce que il me manquait quelques détails en fait pour vraiment aller de l'avant, pour me motiver à lire la suite pour le coup. J'ai adoré le côté historique, ça se passe à Édimbourg, je vais y arriver, je sais plus du tout en quelle année. On suit une jeune fille de bonne famille qui s'est toujours intéressée en fait aux sciences, à l'anatomie, au corps humain, vraiment à la médecine, à pratiquer la médecine, sauf que dans son cas c'est mort. Elle, c'est une jeune fille de bonne famille, on lui dit qu'elle doit se marier à son cousin, voilà, faire un enfant, continuer la lignée. C'est pas dans les préoccupations de la famille de lui trouver un métier respectable. Et surtout qu'à l'époque, les femmes ne devaient pas assister aux cours de médecine, c'était très mal vu, pour eux c'était une aberration. Sauf que cette jeune fille va quand même trouver un petit moyen de s'infiltrer dans les cours d'un célèbre médecin, en tout cas du descendant d'un célèbre médecin, et d'en apprendre le plus possible. Et en effet elle a un vrai talent, elle est douée pour ça, elle a visiblement elle a réussi quand même à s'entraîner un petit peu, et elle a vraiment une passion pour ça, ça se voit, et elle est très douée. Malheureusement le poteau rose va être découvert très vite que c'est une femme, tout va pas très bien se passer comme c'était prévu, et en même temps il y a un petit fond d'enquête parce qu'il y a une sorte de fièvre rouge en fait qui commence à anéantir beaucoup de personnes en fait à Édimbourg, et du coup il y a un mystère qui se développe, qu'il faut résoudre, et après en fait ça va évoluer, il va y avoir une petite romance aussi, c'est très bien construit. On reste quand même par contre sur la passion de cette jeune fille, comment elle va mener à bien ses travaux, comment elle va essayer d'aider les gens, malgré sa position, malgré le fait qu'on lui laisse pas le choix. Non vraiment c'est très sympa, et je vous invite à découvrir cette série parce que j'ai eu que des bons retours. Pardon, j'ai eu que des bons retours, mais moi ça l'a pas trop fait en fait ce tome 1. Donc c'est tout pour mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'était vraiment une vidéo très laborieuse, on va voir pour la suite. Mais j'espère que ça vous a plu, et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. And the sun is like a toy.